Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, nous ne sommes pas tout à fait au bon niveau d'opérationnalisation, a récemment reconnu le président burkinabé Marc Christian Kaboré concernant la force militaire conjointe du G5 Sahel. Les attaques sont de plus en plus meurtrières au Mali, au Burkina Faso et au Niger, avec en face pour les contrer une force G5 Sahel qui semble impuissante à enrayer cette spirale de violence. Décryptage et analyse avec nos invités dans la première partie de cette émission. La préoccupante montée de la dette africaine dans certains pays, le niveau d'endettement extérieur a doublé depuis 2009, alors que la conjoncture économique mondiale augmente la précarité de la plupart des économies du continent. Femmes dans les médias, l'irréductible plafond de verre. Leur taux de présence est nettement inférieur à celui des hommes. Femmes dans les médias, l'égalité, une utopie, c'est la question que nous nous poserons dans la troisième partie de cette émission. Et voici nos invités de ce soir, Claude Wilfried Ekanga. Ekanga, bonsoir. Bonsoir et merci de m'avoir invité une fois de plus. C'est toujours un plaisir d'être là. Pour nous également, Claude Wilfried Ekanga, vous êtes politologue et vous êtes l'auteur de « Tu dois t'impliquer », le récit d'une folle campagne. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, Jean-François Akandi Combé, bonsoir. Bonsoir Zara et bonsoir à nos téléspectateurs. Je laisse les téléspectatrices Alfred. Jean-François Akandi Combé, éditorialiste d'Africa 24, ainsi qu'Alfred Chongo qui est également avec nous. Bonsoir Alfred. Bonsoir Zara et puis bonsoir à mes très chères téléspectatrices et à toutes les femmes d'Afrique. Eh bien, merci à tous les trois. Place au décryptage de l'actualité. 10 fois plus de déplacés, le Sahel face au terrorisme, le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont les pays pris pour cible. Le nombre de victimes a été multiplié par 5 depuis 2016 selon l'ONU. Le terrorisme a fait plus de 4000 morts depuis 2019 et en ce début d'année 2020, le bilan est également extrêmement préoccupant. Les attaques à répétition visent à la fois des civils et des postes militaires et cela malgré la présence des forces militaires internationales et régionales comme la force militaire conjointe du G5 Sahel qui paraît plus que jamais dépassée par la situation. Philomène Tine. Dans un contexte marqué par la dégradation de la situation sécuritaire au Sahel, la lutte contre le terrorisme s'enlise dans les pays tels que le Burkina Faso, le Mali et le Niger, étant particulièrement touchés par cette flambée d'attaques contre des cibles civiles et militaires. Selon les analystes, le G5 Sahel est un échec qui serait favorisé par la gestion financière de la stratégie de lutte qui est plutôt opaque, une région faiblement dotée en matériel et en coordination, mais surtout caractérisée par une crise de gouvernance. Chaque pays pris individuellement déploie des efforts à travers son armée nationale et au niveau transnational, mais cette force conjointe manque énormément d'équipements et de moyens. La lutte n'est pas que militaire, elle doit être aussi une lutte qui se mène sur un autre plan, c'est-à-dire le plan de la gouvernance, mais aussi le plan du développement. Ce qu'il faut noter est que les gouvernements du Burkina Faso, du Mali et du Niger ne se prêtent pas à sanctionner vigoureusement certaines pratiques liées à la gestion nébuleuse du financement de la lutte contre le terrorisme. En outre, ces pays étant victimes d'attaques terroristes quasi quotidiennes ont été dotés par l'Union économique et monétaire ouest-africaine d'une enveloppe de près de 70 milliards de francs CFA pour mieux faire face à l'insécurité à fin 2019. Les résultats sont très mitigés. Les dirigeants de la région aujourd'hui pensent qu'il y a plutôt même un manque d'intérêt. L'année 2019 aura été l'année la plus meurtrière pour les armées, mais aussi pour les civils. Dans le cadre de la lutte, on constate dans ces pays une non-conformité des armes livrées aux prescriptions techniques, des détournements dans l'achat même de ces armes, des surfacturations. Au moment où les citoyens contribuent à l'effort de guerre, soit par des taxes ou impôts ou encore de façon volontaire. Face à ces attaques militaires, il y a, et on l'a dit dans le reportage, la force conjointe du G5 Sahel. Mais Claude Wilfried Ekanga, est-ce que la régularité de ces attaques terroristes devenues quasi quotidiennes dans la région ne marque pas l'échec de la stratégie antiterroriste au Sahel ?
Si, en fait, on l'a vu dans le reportage tout à l'heure, la réponse est dans la question. Le déploiement du G5 Sahel obéit un peu à la logique des structures que les Africains mettent parfois sur pied, c'est-à-dire c'est très joli lors de la pose de la première pierre et après dans la matérialisation effective de la chose, on voit que ça cale quelque part. Et il y a une raison qui est évoquée dans le reportage, on parlait de l'opacité. L'opacité dans la gestion des fonds, il y a déjà l'opacité dans les exercices réels de cette force. On dit, par exemple, sur les articles de la Convention de la Charte du G5 Sahel, je crois à l'article 2, ils disent que l'objectif est de restaurer la paix et la concorde dans la région du G5 Sahel, mais après, il faut matérialiser le fait qu'il y ait une interdépendance entre la sécurité et le développement économique, c'est-à-dire une région qui n'est pas assez émancipée économiquement est justement un terreau fertile pour des jeunes gens qu'on peut enrôler facilement dans ce type d'organisation en leur promettant X ou Y choses. Et maintenant, en retour, le fait de se retrouver dans cette situation terroriste, enfin cette situation instable, empêche le processus de développement d'être enclenché. Donc il y a une sorte d'interdépendance qui fait que l'un ne va pas sans l'autre. Il faut donc qu'une force comme celle-là définisse de manière claire ce qu'elle va faire, comment elle va le faire et enfin comment elle entend concrètement matérialiser en même temps le développement économique et la sécurité. Et après, il y a l'opacité dans la gestion des fonds. D'ailleurs, il y a un petit problème, c'est ce qu'on observe dans les organisations africaines de manière générale, cette incapacité à s'autogérer. C'est vrai, là tout à l'heure, on a parlé d'une enveloppe de 60 milliards, je ne sais plus, que l'UMOA a débloqué, mais de manière générale, lors de la mise sur pied de cette force, ils avaient tablé sur à peu près 420 millions d'euros de budget pour financer cela. Et on a eu besoin de réunir des bailleurs de fonds qui avaient promis déjà de délivrer dans les 410 millions d'euros. Et l'une des raisons pour lesquelles la force a mis du temps à s'implanter, c'est que, d'après ce que les dirigeants africains de la zone d'ailleurs disent eux-mêmes, c'est que les fonds, enfin les promesses n'ont pas été tenues dans les délais promis. Donc on se retrouve dans une situation où, parce que d'autres n'ont pas pu financer ce que nous avons mis sur pied pour nous, il y a eu ces retards d'entrée de jeu. Jean-François Akondi-Kombe, alors effectivement, Claude Wilfried Ekanga soulève la question du financement. Est-ce que l'un des dangers qui menace justement cette structure n'est pas effectivement l'asphyxie financière ? Bien entendu, notre ami l'a très très clairement dit, nous avons un problème à la fois sur le plan de, de la stratégie... Non, sur le plan financier, mais pas seulement pour collecter des fonds, mais nous avons aussi des problèmes en ce qui concerne la maîtrise des fonds qui sont collectés. S'il n'y a pas de fonds, s'il n'y a pas de financement, il n'y a pas de force de G5 Sahel. Mais à la limite, cette question-là du financement, moi je suis pour que les États africains soient autonomes en ce qui concerne le financement des opérations qui sont des opérations de maintien de la paix en Afrique et de sécurité collective. D'ailleurs, l'Union africaine avait décidé, dans sa charte, de mettre en place un système régional de sécurité collective qui gère les crises sur le continent africain, et on ne peut pas prétendre s'autonomiser de cette manière-là sans avoir la maîtrise du financement, en tout cas sans avoir les apports nécessaires de la part des États pour le faire. Or, malheureusement, aujourd'hui, les États ne le font pas. Et on a ce phénomène-là où on tend toujours la main à travers des conférences de bailleurs de fonds. À vrai dire, à titre personnel, sur la question du G5 Sahel tout spécifiquement, je considère, moi, que les États africains doivent abonder, mais aussi que la communauté internationale doit abonder, parce que une des origines de ce mal-là vient d'une décision du Conseil de sécurité pilotée par la France et par les États-Unis à l'époque, et en tout cas l'élément qui a accentué et qui a créé l'état de crise dans le Sahel, c'est bien cela. Et le problème qui se pose dans le Sahel, c'est un problème pour la sécurité collective des États du G5 Sahel, mais aussi pour l'Afrique en général, mais c'est une menace contre la paix mondiale. Moi, je serais pour qu'on défende cette idée-là, que les États africains puissent défendre cette idée-là pour aller collecter des fonds, non pas en mendiant, mais
en faisant valoir la part de responsabilité de la communauté internationale qui doit se traduire par des financements, par un financement par la communauté internationale. Et je crois savoir, et je finirai par là, que cette demande a été faite au Conseil de sécurité, qu'il y a des réticences de la part des membres permanents du Conseil de sécurité à qualifier, à inscrire la crise au sein du Sahel sous le chapitre 7, je crois. Oui, effectivement. Menace contre la paix et la sécurité internationale. Et ça pose problème, et je m'arrêterai là. C'est un indicateur de la mauvaise volonté des États qui gouvernent ce monde dès lors que nous avons des difficultés en Afrique, et il faut en tirer les conséquences. Alfred Chambaud. Oui, alors moi je dirais, je souscris totalement à cette analyse qui vient d'être faite à la fois par Jean-François et par Claude Wilfried. Au fond, le problème principal, c'est celui du en même temps, c'est-à-dire en même temps le développement et la sécurité, en même temps le G5 Sahel et la communauté internationale, en même temps le G5 Sahel et l'Afrique. C'est-à-dire, au fond, comment on crée des synergies dans toutes ces forces-là, soit pour assurer d'une part la sécurité, donc les armées de ces 5 pays du front, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et puis la Mauritanie, le Tchad. Donc pour soutenir justement ces armées-là, qui ont prouvé, en tout cas notamment l'armée tchadienne, ce dont elle était capable pour lutter contre ce terrorisme africain. Donc pour soutenir ces actions-là. De l'autre côté, évidemment, pour le développement économique. Et là, n'oublions pas effectivement qu'il y a le G5, côté militaire, mais il y a l'Alliance Sahel qui doit être le pendant justement du G5 Sahel militaire. Or, on s'aperçoit effectivement que le retard dans l'allumage n'est pas seulement du fait justement de l'absence de la contribution des partenaires étrangers multilatéraux qui avaient accepté de financer à hauteur de 420 millions d'euros, qui n'ont apporté jusqu'à présent que 300 millions. Mais c'est aussi dans le fait que les membres du G5 Sahel n'ont pas su, en attendant, justement, créer une synergie des forces qui devait constituer ce G5 Sahel. Au fond, on a l'impression que chaque État a mobilisé des bataillons dans son territoire, mais si pour les mettre ensemble sur le terrain et coordonner les actions contre les terroristes qui sévissent dans cette région-là, il y a de la défaillance. Ensuite, il y a aussi le problème de Barkhane et puis de la MINUSMA. Comment coordonner, au fond, toutes ces forces-là. Et puis, les États-Unis, parce que là, Jean-François a parlé de la réticence de certains membres des 5 du Conseil permanent. Et parmi ces 5, il y a les États-Unis qui sont en train de vouloir d'ailleurs retirer leurs troupes au Niger, alors que ça constitue un élément important justement en termes de renseignement et des soutiens justement aux forces du G5 Sahel. Alors, quel avenir pour cette force? On sait que, par exemple, en 2019, le président français, mais également Angela Merkel de l'Allemagne, ont appelé à un nouveau partenariat un peu plus élargi autour de ce G5 Sahel, un nouveau partenariat pour la sécurité et la stabilité du Sahel, pour reprendre leurs termes, élargi vers la CEDEAO. Est-ce que ce partenariat ne sonne pas là un coup fatal, on va dire, pour le G5 Sahel, Claude Wilfried Ekanga, qui pourrait, pour le coup, se voir évincé au profit de la CEDEAO? Bon, on peut déjà dire qu'il était évincé de facto par l'opération Barkhane qu'ils ont lancée en février 2014, justement quelques jours avant la date prévue pour le lancement du G5 Sahel, parce que justement l'opérationnalisation de la force n'était pas encore effective. La même problématique qu'on a eue quelques années plus tard avec la fameuse force multinationale mixte qu'on nous annonçait de 8500 soldats qui allaient sécuriser la zone, notamment contre les exactions de Boko Haram. Donc un détachement important
important comme celui-là, qui coûte à la France, d'après les estimations, environ 1 million d'euros par jour, dont 365 millions d'euros par an. Et il faut déjà que les Africains se posent la question si la France accepte comme ça, sans contrepartie, de consentir de tels sacrifices sur notre sol, sur des éléments dont elle a peut-être la responsabilité à l'origine, comme cela a été évoqué juste à côté. Et maintenant, comme les Africains sont d'une certaine façon incapables, nous sommes incapables souvent de tirer des leçons de l'histoire et du passé, nous laissons encore l'initiative aux autres. C'est l'Allemagne, c'est la France, ce sont les autres qui déterminent de comment on va s'organiser, de qu'est-ce qu'on va faire à quel moment. Sur la même problématique, le financement va se poser parce que l'opération G5 Sahel n'a eu jusqu'ici qu'une ou deux interventions réelles sur le terrain parce qu'il y a ce manque de moyens. Et le problème va se poser encore sur l'Allemagne et la France qui, devant le manque de moyens des Africains, vont décider de l'organisation de la chose et ce ne sera peut-être pas forcément de la façon qui nous siérait le mieux. Parce que ce sont encore, et d'ailleurs c'est la question qu'on pourrait se poser à ce niveau, ce sont encore ces bailleurs de fonds qui ont été évoqués, qui se sont réunis dans l'un de ces forums des bailleurs de fonds, c'était l'année dernière par ailleurs, pour dire... Comme il y a une nécessité de régler aussi les problématiques de développement, on va mettre sur pied ce qu'ils appellent les PIP, les projets d'investissement prioritaires, et la valeur des fonds pour réaliser cela était approximativement de 14-15 milliards d'euros. Donc, et l'on se pose la question, si on est incapable de réaliser des projets qui coûtent, de mettre sur pied une force qui exige 420 ou 425 millions d'euros, comment est-il rationnel de penser qu'on aura la possibilité de financer un chiffrement par milliard. Donc, cette problématique fait que les Africains montrent malheureusement peut-être leur absence de désir d'autonomie ou l'initiative est laissée à quelqu'un d'autre. Et si on ne se ressaisit pas et on n'explore pas les moyens d'élaboration de mesures endogènes, justement, les forces élaborées par l'Allemagne et la France vont supplanter celles qui n'ont pas marché déjà jusqu'à présent. Jean-François Akanji-Kombe, alors en quelques secondes, et puis ensuite on va poursuivre ce débat dans la deuxième partie de cette émission. Oui, je voudrais essentiellement dire, puisque j'ai quelques secondes, la problématique du G5 Sahel est marquée, de mon point de vue, par une ambiguïté. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de clarté. On a besoin de cohérence. Et que cette clarté, cette cohérence soient définies par les États africains. Pour ne prendre que cet exemple-là avant d'aller à la pause, lorsque on prend l'exemple de la MINUSMA, par exemple, et de la problématique de la résolution de la crise malienne, il y a, dans l'approche des Nations Unies et de l'Union africaine même, une sorte d'impératif d'aller négocier avec des rebelles, d'aller négocier avec des terroristes et de les faire participer à des forces nationales. Est-ce que cette logique-là et la logique du G5 Sahel ou d'autres logiques peuvent aller de pair? Moi, je dis que non. Il faut, à un moment donné, définir clairement quels sont les objectifs, mettre en face les moyens et les stratégies pour y aller. Mais peut-être y reviendrons-nous tout à l'heure. Effectivement, Jean-François, vous soulevez une question extrêmement importante, à savoir la redéfinition claire et nette de la stratégie. On continue d'en parler dans la deuxième partie de cette émission. À tout de suite. De retour dans l'Africa Newsroom. Merci à vous si vous nous rejoignez. Nous sommes toujours avec Claude Wilfried Ekanga, politologue, et nos deux éditorialistes, Alfred Thiong'o et Jean-François Akanji-Kombe. Merci à tous les trois d'être restés sur ce plateau. Alors nous parlions donc de la force G5 Sahel qui fait plus que jamais face à la menace terroriste avec des attaques de plus en plus meurtrières dans la sous-région. Et juste avant la pause, Jean-François Akanji-Kombe, vous disiez qu'il fallait effectivement redéfinir la stratégie, notamment pour un pays comme le Mali. On sait que récemment, le président a indiqué vouloir engager des négociations avec certains chefs de groupes terroristes. Oui, et on peut aller même au-delà de ce que le président Ibeka a décidé, c'est-à-dire que c'est toute la logique des accords d'Alger. Les accords d'Alger, c'est vous avez affaire à des revendications sur votre territoire.
par des groupes qui ont des liens avec les terroristes. On savait très bien que certains de ces groupes-là, autonomistes, avaient des liens avec les groupes terroristes qui sévissent dans le Sahel, mais on dit la seule solution, c'est d'aller négocier. Et donc la question de la négociation, ça remonte à loin, et je dirais même que c'est la base. Le problème, c'est que c'est la base de la stratégie africaine de sécurité, et c'est une base, pourquoi ? Parce que les Africains sont incapables de produire aujourd'hui autre chose que cela. De dire, parce que la négociation, ça coûte pas de l'argent. Et on va pas demander aux États d'aller financer, en tout cas ça coûte beaucoup moins que de mobiliser des forces armées. Or, nous sommes aujourd'hui dans une situation, s'agissant de ces forces-là, de ces groupes-là, nous sommes dans une situation que tout le monde connaît, avec des liens évidents avec l'état de pauvreté de nos pays, avec des liens évidents avec l'état de malgouvernance de nos pays, et puis avec un phénomène qui est un phénomène de territorialisation de la menace. Il y a aujourd'hui des groupes terroristes dans le Sahel maîtrisent un territoire, de la même manière que Boko Haram maîtrisait un territoire. Et à partir de ce moment-là, on est dans une vraie guerre. Ce que les États-Unis ont déclenché contre l'Irak faussement, sur la base de faux prétextes, etc., ils appelaient ça d'ailleurs la guerre contre le terrorisme, n'est-ce pas ? Et la guerre contre le terrorisme a conduit en Irak, en Afghanistan, à envoyer des troupes au sol massivement pour pouvoir endiguer la menace. Et aujourd'hui, ça se pose aussi, et peut-être d'abord, en termes de reconquête de territoire et de maîtrise de nos territoires, y compris les territoires du Sahel. Ensuite, il ne faut pas oublier les autres facteurs, les liens qu'il y a avec les deux autres éléments que j'ai évoqués tout à l'heure, mais je pense que les dispositifs que nous mettons en place en Afrique ne peuvent, je dirais, triompher que si on réfléchit et on identifie exactement la menace dans toute sa complexité et qu'on pose en face de cette menace-là les bonnes réponses, avec une mobilisation des Africains au-delà de leur souveraineté, au-delà des petites personnes, de leurs souverains, au-delà... Je crois effectivement, voilà. Jean-François, c'est tout à fait cela, c'est-à-dire que la transfrontalité de la menace, la transfrontalité du terrorisme, qui passe d'un pays à un autre, etc. C'est parti de l'Algérie, de l'éclatement de la fin de la guerre de l'Algérie. Ça a essaimé à travers tout le Sahel. Je crois que ça appelle une réponse effectivement globale. Or, jusqu'à présent, les réponses qu'on a proposées face à ce phénomène, ce sont vraiment des réponses séquencées, particulière, propre à un coin. Et quand on a tenté effectivement de dire on va mettre en place ces stratégies justement de mise en commun des moyens, des forces et des ressources, on arrive justement à ces impasses qui conduisent à quoi ? À solliciter l'intervention financière, matérielle des partenaires étrangers, et donc on renonce finalement à cette idée de notre propre souveraineté. Et donc effectivement, il faut, on le voit d'ailleurs avec ce qui se passe en Libye aussi, soit dit en passant. Donc il y a cela qui signe l'échec justement de ces politiques continentales qui auraient dû justement être la pierre angulaire de toute initiative politique, économique, diplomatique au sein du continent pour régler le problème qui se pose d'abord dans le continent, ensuite appeler à la rescousse à les autres. Or, jusqu'à présent, ce qui se passe, c'est tout le contraire de cela. Nous cédons financièrement notre responsabilité, notre souveraineté à d'autres pour espérer qu'ils viennent. Alors, qu'on l'élargisse ou qu'on déplace la responsabilité du G5 vers la CEDEAO, mais entre-temps, quels sont les moyens dont on dispose pour faire que cette responsabilité soit transférée à la CEDEAO? C'est ça la question, au fond. Effectivement, juste très brièvement. Oui. Et comment voulez-vous résorber l'insécurité dans le Sahel et le terrorisme dans le Sahel si vous laissez de côté cette vaste zone de chaos qu'est la Libye? Comment voulez-vous résoudre la question du G5 Sahel si vous n'étendez pas la traque aux réseaux financiers qui vont partout dans le monde, dans les pays du Golfe, en Amérique du Sud, etc. Toute cette machinerie-là qui vient financer tout à fait ici. Comment alors, du coup, c'est simplement pour dire que
Le G5 Sahel, fondamentalement, à mes yeux, ce n'est pas la bonne réponse. Ne suffira pas. Ne suffira pas. Oui, après, justement, comme vous avez dit, et après, il faut se poser la question si les changements que nous adoptons sont des changements de structure ou juste des changements de forme. On garde à l'esprit que ce sont les mêmes individus, que ce soit CEDEAO ou G5 Sahel, de toute façon. On va peut-être changer le sigle, on va peut-être changer le commandement, mais tout cela restera pareil. Je vais y appuyer ce que vous disiez tout à l'heure, tout en inversant, en fait, la relation de cause et effet, c'est-à-dire, ce n'est pas la latence des Africains qui a conduit à les mettre dans une impasse où ils ont appelé l'Europe. C'est parce que déjà d'entrée de jeu, l'Africain semble s'être emmuré dans cette habitude-là qui consiste à attendre d'abord que l'initiative vienne de l'extérieur. Donc, il y a, comme vous avez dit, sur la problématique de qu'est-ce qu'on fait, on négocie ou alors on y va de manière armée, il y a une sorte de pédagogie de la guerre, de mon point de vue, qu'il faut adopter, parce que on a beau dire, oui, il y a eu un attentat à telle ou telle zone, il y a eu 5 civils comme le 3, lorsque la semaine où Roch Kaboré prenait le commandement l'année dernière, il y avait eu un massacre, enfin il y avait eu 14 soldats tués, et notamment, 14 terroristes tués et 5 soldats qui avaient été abattus aussi. On peut prendre dans un prisme général et se dire, est-ce que ce n'est pas de toute façon une perte pour ce continent-là qui perd ses enfants? Est-ce qu'il n'y avait pas une autre approche pour essayer de régler ça déjà politiquement? Non pas parce que, comme vous avez évoqué, on est incapable de résoudre le problème militairement, mais parce qu'on a privilégié, c'est-à-dire c'est un choix, on a d'abord privilégié l'option du dialogue en diagnostiquant d'abord les causes de ces terrorismes-là. Il y a plusieurs choses qui conduisent les gens dans des conflits. On peut identifier les différents groupes et leurs motivations. Peut-être l'Azawad au nord du Mali veut l'autonomie de la zone septentrionale. Peut-être Boko Haram, lui, c'est plutôt dans le radicalisme islamique. Peut-être AQMI, c'est pour une autre motivation. En fait, on circonscrit cela comme ça et on dit, en fonction des acteurs avec lesquels on peut négocier, on adopte cette approche-là. Maintenant, pour les acteurs qui sont plutôt dans le fondamentalisme, on se donne les moyens, chaque État doit justement faire ce sacrifice-là, de se donner les moyens d'intervenir. Et après, une pédagogie faite en amont pour rendre difficile l'enrôlement de personnel qui forment ces groupes rebelles, comme le Niger l'a fait avec Mamadou Issoufou. Je pense qu'ils ont mis l'école gratuite pour les jeunes jusqu'à 16 ans, où il y a une sorte de pédagogie de religion, où on leur permet de distinguer entre la radicalisation et l'islam dans son acception première. Donc, une fois que cette pédagogie-là est faite, si les Africains appuient dessus, ils montrent déjà leur capacité à résorber leur crise. Et maintenant, je vais prendre un exemple un peu théâtral, c'est-à-dire dans un pays comme le Cameroun, mon pays, qui devait organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, on a eu une évaporation des fonds, on va appeler ça comme ça, à hauteur de près de 3 000 milliards de francs CFA. 3 000 milliards de francs CFA. Il fait chaud au Cameroun. Voilà. C'est propice à l'évaporation. On y est prêt, exactement, on y est prêt. Donc ces liquidités se sont évaporées, je crois que l'image est très belle. Absolument. Et 3 000 milliards d'euros, 3 000 milliards de francs CFA, ça nous approche à peu près de 3 ou 3,5 milliards d'euros. Et quand on voit donc, le Cameroun ne fait pas partie du G5 Sahel, mais on a les mêmes problématiques dans ces pays, quand on parle d'opacité des fonds, quand on voit que ce n'est pas le fonds qui manque, mais l'organisation des fonds qui pose problème, on se dit d'une certaine façon, les Africains ne veulent pas résoudre leur crise. D'où l'interventionnisme européen, occidental, qui d'une certaine façon peut même être cité à l'origine de ces crises, avec la descente en Libye, justement, qui n'a pas arrangé les choses dans la région, ou avec l'un des éléments qui peut causer ces fameuses velléités terroristes, les intérêts de chacun sur les ressources naturelles de ces zones. Jean-François Kandji-Combé. Je disais autour de cette table, de ce plateau, qu'il faut, nous, en tant qu'Africains, nous méfier de quelque chose qu'on observe, par exemple, sur le terrain libyen. C'est le chaos absolu, mais c'est une zone dans laquelle les affaires se poursuivent. Il y a des discussions, il y a des importations, il y a des exportations. Autrement dit, en dehors de l'Afrique, les puissances économiques n'ont pas besoin de stabilité pour faire du business sur notre continent, et peut-être mieux, il vaut mieux, bien au contraire. Donc il faut faire attention à cet élément-là. Et puis, deuxièmement, et je finirai par là, il y a tellement de choses à dire, nous avons le G5 Sahel. Nous avons un dispositif en Afrique de l'Est pour lutter contre les Chebabs, contre les terrorismes. Nous avons en Afrique centrale des phénomènes terroristes qui sont aussi transfrontaliers, qui se présentent. Boko Haram, mais pas seulement Boko Haram. Nous avons du fondamentalisme religieux qui apparaît aujourd'hui en République
en République centrafricaine, au Congo démocratique, au Congo-Brazzaville un tout petit peu. Donc nous avons une sorte de... On fonctionne, nous parlons du G5 Sahel, et on a l'impression que ce sont des phénomènes qui sont segmentés et qu'on peut canaliser de cette manière-là, mais l'enjeu, il est continental et il est mondial. Et c'est à ça qu'il faut s'affronter en disant, demain, si les États africains sont des espaces ouverts, où la discussion politique peut avoir lieu, où la répartition des richesses est équitable, à partir de ce moment-là, il n'y aura plus d'excuses pour quiconque de prendre les armes et de s'adonner au terrorisme. Et je m'arrête là parce que pour moi, c'est dans cette formule-là qu'il y a la possibilité d'une sortie. D'où l'interdépendance. Oui, absolument, mais je crois qu'effectivement, c'est là où réside la faillite, au fond, de toutes les solutions qui sont proposées jusqu'à présent au niveau de l'Afrique. Évidemment, c'est cette segmentation des problèmes, sans tenir compte justement de l'interdépendance des problèmes qui s'opposent d'un coin à un autre de l'Afrique. En tout cas, c'est question de sécurité, insécurité et le problème de développement. Et nous disons souvent autour de ce plateau qu'il y a l'Afrique est riche de ses ressources minières, mais simplement qui en profitent, ben justement, ce sont les multinationales qui arrivent, qui pompent et puis qui s'enrichissent au détriment justement de l'Afrique. Tant qu'effectivement, il y aura cette insécurité économique, cette insécurité financière, cette insécurité du développement, on aura toujours ces terreaux du terrorisme. Effectivement, après, il n'y aura pas de raison si on tenu compte de ces deux facteurs-là. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir, en tout cas pour la clarté de vos explications concernant la force conjointe du G5 Sahel. On va tout de suite passer à un autre sujet dans le grand angle. L'Afrique face à un emballement de la dette en disant la dette publique en Afrique subsaharienne est passée de 38% à plus de 50% du PIB actuellement. L'abondance des financements accordés par la Chine pour des projets d'infrastructure inquiète le Fonds monétaire international, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi la Banque mondiale, mais aussi la Banque africaine de développement. Ange Bijouno-Méniou. Après la Banque mondiale, le Fonds monétaire international ou encore l'agence Moody's, c'est au tour de la Banque africaine de développement d'attirer l'attention sur la dette des pays africains. L'institution financière indique que certaines dettes extérieures arrivent à échéance avant même que les projets d'infrastructure qu'elle finance ne commencent à générer des rendements. Cela ne fait qu'augmenter les risques de refinancement aux emprunteurs africains. La maturité à court terme de certaines de ces dettes ne correspond pas au flux de revenus à long terme. Vous allez devoir rembourser quand vous ne gagnerez pas d'argent. Ces obligations sont sursouscrites parce que les gens y voient des opportunités de faire un massacre. Les pays africains ont augmenté leur émission d'obligations en dollars et en euros au cours de ces dernières années. Les conditions monétaires laxistes des pays développés poussent les investisseurs mondiaux à acheter des actifs à haut rendement, notamment sur les marchés émergents. Il faudrait que les États essayent de voir dans quelle mesure elles doivent travailler avec beaucoup de discernement, essayer de trouver la bonne dette, parce que la nature de la dette est aussi déterminante. Donc, les États ont besoin de financement. La dette est nécessaire pour financer les projets, mais il faudrait qu'on fasse très attention parce qu'il y a beaucoup de difficultés, on a beaucoup de problèmes, parce que ces dettes-là ont beaucoup d'embûches. Les émissions souveraines de l'Afrique en euros et en dollars ont totalisé 53 milliards de dollars en 2018 et 2019, selon les données compilées par Bloomberg. L'Égypte, l'Angola, l'Afrique du Sud et le Nigeria ont été les emprunteurs les plus prolifiques au cours de cette période. Alors, une dette publique extrêmement forte. Monsieur Ekanga, il y a de quoi s'inquiéter. Est-ce que l'Afrique est en train de développer une nouvelle dépendance, mais cette fois par rapport à la Chine ? Alors, le problème de l'Afrique, il est vraiment complexe à analyser. C'est-à-dire, il y a plusieurs angles d'approche et les réponses sont parfois oui et non. Sur la question de l'endettement, on constate que en comparant avec les nations industrialisées de ce monde, l'Afrique est sous-endettée. C'est-à-dire quand on dit 36%, ou actuellement on dit en 2020, il y a 56% de son PIB. Pour un pays comme la France, l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'INSEE, chiffrait
l'endettement de la France à 100% de son PIB, s'il y a près de 2400 milliards d'euros. Ça veut dire le problème n'est peut-être pas en soi l'endettement. Le problème est le paradigme. C'est-à-dire on a d'un côté la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et de l'autre côté la Chine qui fait partie d'une certaine façon du bloc de l'Est par rapport à ces deux institutions de Bretton Woods qui font partie du bloc plutôt occidental et qui sont plutôt pour un leadership occidental. On va utiliser ça comme ça. L'Afrique semble être le marchepied de ces grandes structures qui veulent définir chacune. La Chine de son côté qui utilise l'Afrique comme un tremplin pour s'opposer en facilitant l'octroi des prêts et les institutions internationales FMI et Banque mondiale qui, elles, veulent continuer de réguler selon leurs critères un peu plus corsé. Ça, c'est d'une part. Maintenant, d'autre part, la problématique de l'Afrique, c'est ce qu'elle fait des dettes accumulées. Dans un pays, enfin, dans une structure comme la France, le fait que nous soyons à 100% du PIB ne pose pas tant que ça problème parce que la France va constituer dans l'économie mondiale de manière générale un poids énorme parce qu'elle produit. Les États-Unis, c'est pareil, c'est 15% du PIB mondial. Ça fait que même si leur dette va approcher les 20 000 milliards de dollars, on ne va pas leur taper les mains comme on le fait à l'Afrique en disant vous êtes très endetté, réfléchissez-y. L'Afrique par contre a ce problème, elle s'endette. Elle utilise justement les fonds de cet endettement soit dans des éléphants blancs, des projets peu rentables, soit dans des circuits dont personne ne peut plus déterminer la traçabilité. Et elle compte sur le cours du prix des matières premières pour à la prochaine période de bonne récolte, essayer de résorber ces prêts-là. Ce qui n'arrive jamais et dont son endettement s'accumule, son incapacité de production la plonge dans une impasse. Je sais, Alfred Tchongo, Jean-François Akanji-Kombe également, vous voulez bien entendu intervenir sur cette question très importante qu'est la dette, mais on va marquer une très courte pause si vous le voulez bien et on se retrouve dans quelques secondes juste après la pause. À tout de suite. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie cette troisième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours avec Claude Wilfried Ekonga, politologue, nos deux éditorialistes, Alfred Tchongo et Jean-François Akanji-Kombe. Merci à vous. Alors, nous parlions juste avant la pause de la dette en Afrique qui s'aggrave et vous vouliez intervenir, Alfred Tchongo. Oui, Zara, je vais rebondir sur les propos de Claude Wilfried Ekonga, en disant d'abord ceci, qu'évidemment la dette, je suis d'accord avec ce qu'il a dit, mais la dette de la France, elle est moins puisque la France emprunte à des taux inférieurement bas par rapport aux pays africains, donc ça amortit pratiquement ce qui fait effectivement que on lui prête facilement. Ça c'est un. Deux, dans ce qui est en train de se passer maintenant et la réaction de Akinwumi Adesina, donc le directeur de la BAD, par rapport à cette question de l'endettement, vient après justement que la Banque mondiale est tapée sur la table pour dire effectivement que la BAD prête trop facilement suite à la Chine. Et là, ça rejoint un point qui a été évoqué tout à l'heure par Claude Wilfried, c'est-à-dire au fond que, en fait, l'enjeu c'est l'Occident, la Chine et l'Afrique est le marchepied de ces deux puissances qui s'affrontent par ces institutions bancaires interposées. Trois, effectivement, si les pays africains sont sortis, on l'oublie peut-être, de cette initiative des pays pauvres très endettés, l'initiative PPTE dans les années 80-90, qui visait justement à résorber la dette de l'Afrique, moyennant quoi le service de la dette devait servir justement à financer des projets de développement pour éviter le réendettement et le surendettement de l'Afrique. Or, on s'aperçoit effectivement que, dans un premier temps, il y a eu un cercle vertueux de la part de tous ces pays africains, que finalement, on est reparti dans ce cycle justement de l'endettement,
parce qu'à un certain moment, particulièrement entre 2014 et 2017, il y a eu cette crise du pétrole qui a accentué la plongée justement de la plupart de ces pays africains dépendants du pétrole. Et qui n'ont pas su diversifier leurs économies. Exactement. Alors, est-ce qu'on est proche un petit peu de ce contexte-là des années 80-90 Jean-François Kandji-Kombe. Moi, je pense qu'on en est non seulement très proche, mais que nous avons une situation qui est structurellement, construite pour que ça se prolonge. Parce que sur la question de l'endettement, moi, je voudrais dire très brièvement deux choses. La première, pour nous, Africains, c'est qu'il n'y a aucune servitude qui peut profiter à l'Afrique. Il y a eu les servitudes du passé, il y a un certain nombre d'entre nous qui vantent les servitudes actuelles et les servitudes de demain qui passent notamment par la Chine, qui passent par la Russie, qui passent par un terme magique sur notre continent, le partenariat, etc. Et il n'y a aucune servitude qui puisse profiter à l'Afrique, au moins qu'on se le dise. Et puis la deuxième, c'est que quand je regarde de façon plus macroéconomique, on constate par exemple que les autres qui s'endettent et qui sont très endettés, les États-Unis par exemple, ils maîtrisent les leviers des finances internationales et donc ils maîtrisent les conditions de leur endettement. L'Europe s'est développée, l'Europe s'est endettée ensuite, mais pour amorcer la pompe, il a fallu le plan Marshall. Et le plan Marshall, ce n'était pas un emprunt que l'Europe avait fait, c'était les États-Unis volant au secours de l'Europe pour sa reconstruction et pour la reconstruction de sa capacité de production. Et notamment pour rentrer dans un rapport d'échange qui permette de faire de la valeur. En Afrique, c'est pas ça. Et puis, il y a un autre élément qui est que les États européens, les États occidentaux, de façon générale, sont très endettés, certes, mais ils comptent aussi sur des financements internes, sur l'épargne interne, sur du financement venant de leurs propres ressortissants, en tout cas, mais ce qui suppose qu'il y ait une confiance dans la gouvernance économique et que lorsque moi, en tant qu'individu, j'achète une obligation ou je prête à l'État, je sais que ces emprunts-là, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, j'aurai le retour. Nous n'avons pas ça en Afrique. Et donc nous sommes aujourd'hui dans des conditions où ce qu'il nous faut, de mon point de vue, c'est à la fois faire face immédiatement, arrêter avec ces politiques du partenariat et de la main tendue à tout prix, et puis discuter sérieusement des conditions dans lesquelles nous empruntons, parce que nous fonctionnons comme si nous n'avions pas d'atouts, alors que tous les atouts sont chez nous. Et puis essayer de maîtriser les leviers comme les autres maîtrisent les leviers de l'endettement en construisant une Afrique financière, une Afrique autrement que cette Afrique dans laquelle nous sommes. Claude Wilfried et Kanga. Oui, dans la problématique du financement interne, déjà on voit bien sur cette problématique de l'Occident-Orient, on voit bien que le problème n'est pas le surendettement de l'Afrique, parce que la Banque mondiale qui se plaint auprès de la Banque africaine de développement a prêté aux deux plus grandes économies africaines que sont l'Afrique du Sud et le Nigeria, bien plus, c'était 8 millions pour le Nigeria. 8 milliards pour le Nigeria et 2,45 milliards pour l'Afrique du Sud l'année dernière contre 2,1 et 2 milliards pour la Banque centrale de développement. Donc, ce que la Banque mondiale ne veut pas, c'est que l'Afrique se retrouvant endettés par rapport à la Chine doivent rendre des comptes à la Chine et non plus à elle, ce marchepied-là. Maintenant, dans le paradigme africain interne, vous avez évoqué justement la mobilisation des fonds internes, ce qui fait d'ailleurs que les Africains rentrent dans cette spirale où la dette devient un problème alors qu'elle apporte des gains à des pays qui ont porté un endettement supérieur. C'est que autant les États ne sont pas crédibles, c'est-à-dire l'utilisation des fonds par les débiteurs publics, fait que nous n'avons pas la bonne cote auprès des agences de notation financière qui nous attribuent des notes vraiment effrayantes. Mais à la limite, on peut s'en passer. Hein. Moi, je dis, ces notations, on peut s'en passer. Oui, tout à fait. Si on avait effectivement des politiques autrement
interne bien organisé. C'est ça, voilà, oui. Et ça nous amène à une problématique comme celle du franc CFA avec le rationnement de crédit, où alors qu'on peut justement en France ou aux États-Unis s'endetter à plus de 100%, dans les pays africains, on vous dit, vous l'entrepreneur, malgré vos bonnes intentions, malgré la clarté de votre projet, on vous dit, pour contenir l'inflation, on ne va pas vous permettre de prendre des crédits plus que ce qui a déjà été octroyé, 20%. Donc à aucun moment, la politique interne n'est orientée vers le développement, donc vers la sortie de cette dette, puisqu'on empêche la production locale, et ça nous crée, on parlait de cercle vertueux tout à l'heure, ça nous crée un cercle vicieux magnifique. Eh bien, messieurs, il nous reste encore une autre question. Alors, je crois que vous voulez intervenir, Jean-François, sur la dette ? Non, parce que le troisième sujet est pour nous trois le plus substantiel d'aujourd'hui. Alors, effectivement, un troisième sujet extrêmement important qui nous reste à décrypter, c'est bien sûr la question de la présence des femmes dans les médias, et c'est tout de suite dans notre Zoom Société. Alors, femmes dans les médias, où en est-on ? Les différentes enquêtes menées rappellent les inégalités persistantes en termes de représentation des femmes, notamment dans des journalistes, à la radio, sur les chaînes de télévision et bien entendu également dans la presse écrite. Dans certains pays, les initiatives se multiplient afin de mettre fin à ce phénomène d'inégalité basé sur le sexisme et les stéréotypes. Illustration au Sénégal dans ce sujet de Siamlo, Victoria Sedji. Femmes à la une, voilà une initiative qui compte bien améliorer l'image des femmes dans les médias sénégalais. L'initiative est portée par l'École supérieure de journalisme des métiers de l'Internet et de la communication EGICOM. Soutenu par l'Open Society Initiative for West Africa, OSIWA, le projet va durer 2 ans. Nous sommes fiers et heureux qu'une organisation comme OSIWA accepte de nous accompagner pour la matérialisation de cet engagement sur un volet important, le traitement de l'information concernant les femmes. L'initiative est partie du constat que l'image de la femme dans les médias est négative pour diverses raisons. À l'instar du Sénégal, dans plusieurs pays africains, la place et l'image véhiculée sur les femmes dans les médias est de plus en plus discutée. Si certains dénoncent l'emprise de la misogynie dans le traitement et la diffusion de l'information journalistique, d'autres accusent une certaine passivité chez les femmes. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a des femmes qui se lèvent pour protester, pour dire non, mais elles sont une minorité. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, elles arrivent à faire beaucoup de bruit, que ça soit avec des initiatives comme Femmes Oser les médias, et de plus en plus, c'est comme s'il y avait une sorte de statu quo. Donc, même si elles dénoncent, par exemple, ça arrive très souvent, vous voyez des articles qui sont mis à la une et tout, vous allez rencontrer une reporter de ce journal, elle vous dira, moi j'étais hyper contre, j'avais dit non et tout, on m'avait dit qu'ils n'allaient pas mettre ça, mais dès que j'ai eu le tout tourné, ils ont mis ça. Ce n'est pas évident aussi quand le dernier mot revient toujours à un homme qui va décider seul. C'est ça le problème. Le projet Femmes à la une se déclinera entre autres en formation au profit des femmes des médias et en des sensibilisations sur les questions de genre. L'initiative concernera d'abord la ville de Dakar. Toutefois, son succès pourrait conduire à l'étendre à d'autres villes. Alors, quelle place pour les femmes dans les médias ? Une question récurrente depuis même plus de 20 ans, on peut même le dire. Et sans surprise, en ressort une constante, les femmes sont toujours très peu représentées. Alfred Tchongo, comment expliquer ce plafond de verre ? Alors, avant de répondre à votre question, Zahra, on aurait bien voulu que dans la perspective justement de la Journée internationale des droits des femmes, que sur ce plateau, on inversât les rôles, que nous on vous pose des questions, que vous y répondiez, mais ce n'est pas l'économie justement de l'ANR. Donc je vais me permettre de répondre à votre question. D'abord, je suis très heureux de l'initiative qui est prise justement à Dakar pour mettre en avant les femmes à la une, pour sortir justement de ce plateau de verre qui semble se poser sur l'horizon justement des femmes. Comme je le dis souvent autour de ce plateau, j'apprécie énormément tout ce qui se fait pour l'émancipation des femmes africaines, parce que ce sont les femmes les plus intelligentes, les plus belles donc du monde, et que par conséquent, il faut qu'on sorte justement de ce que nos cultures traditionnelles nous ont beaucoup inculqué, que c'est l'homme
et puis la femme après, et qu'au fond, les processus sont très lents parce que ce sont des processus qui relèvent vraiment, ce sont des processus structurels qui relèvent de la longue durée pour que les mentalités changent et qu'on accepte effectivement que la femme ou l'homme, le jeune garçon ou la jeune fille ont les mêmes droits, les mêmes capacités et que la promotion des uns doit être la promotion aussi des autres et vice-versa. Et je pense effectivement que ce soit à Dakar ou dans les autres pays africains, on se heurte justement à ce phénomène culturel qui a voulu pendant longtemps et qui veut encore aujourd'hui que les femmes, les jeunes filles soient défavorisées pour l'entrée dans la vie sociale, dans la vie économique, etc. Même si on voit effectivement qu'au niveau des écoles primaires, de l'enseignement, de l'éducation, il y a de plus en plus de jeunes filles qui vont à l'école, mais très peu vont jusque à ces parcours d'excellence vers les supérieurs, vers l'université. Et puis, pour entrer dans le marché du travail aussi, c'est pareil, quoi. Alors, dans le sujet, c'est la question des femmes journalistes qui a surtout été abordée. Voilà, un manque de femmes, finalement, femmes journalistes dans les médias, d'expertes. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place une forme de discrimination positive en faveur des femmes qui sont, la plupart du temps, dans bon nombre de pays, plus diplômées que les hommes? Jean-François Akanji-Kombe. Alors, abordant ce sujet que je disais essentiel, je ne peux pas d'abord commencer par souhaiter une bonne fête des droits des femmes, en tout cas une bonne commémoration des droits des femmes. Nous sommes, moi, à quelques jours près, mais bon, oui. Nous, en tant qu'hommes, d'ailleurs, on devrait participer à ces processus-là. Nous sommes, et moi qui vous parle en particulier, je suis conscient que je suis un produit des femmes. Mes grands-mères, nous tous, mes mamans, les femmes qui m'ont aimé, celles qui m'ont détesté aussi. Et donc, je vais d'abord faire une dédicace de Fela Kuti. Mesdames, écoutez aujourd'hui Lady et vous penserez à notre dédicace. Mais pour venir au fond, personnellement, je me demande même si la situation n'a pas empiré. Parce que, au sortir des indépendances, dans les années 60 et dans les années 70, voire jusqu'au début des années 80, on avait en Afrique, dans les médias, à ce moment-là, le cercle médiatique était plus resserré, hein, mais on avait des visages iconiques dans les médias, et des femmes qui étaient respectées, dont l'expertise était reconnue. Moi, je suis centrafricain, et en République centrafricaine, par exemple, tout le monde se souvient d'une certaine Delphine Zouta, qui était la motrice de notre système de télévision, avec des équipes de femmes autour d'elle. Donc, nous avions ce système-là, et je me pose la question, pourquoi ça s'est dégradé ? Pourquoi ça s'est dégradé au point où, même si on ne reste qu'au statu quo aujourd'hui en Afrique, c'est une dégradation. C'est une dégradation par rapport à des situations antérieures où on espérait avoir pris le tournant vertueux, la courbe exponentielle pour arriver à un meilleur état. Bon, nous n'avons pas le temps pour traiter vraiment des causes. Vous posez la question des solutions, c'est-à-dire est-ce qu'on peut passer par des quotas, une politique de quotas, de discrimination positive. Je pense que ça devient nécessaire aujourd'hui qu'il y ait, pour le dire plus simplement, une contrainte extérieure pour obliger à tenir compte, à base de compétences égales, à ne pas discriminer. On a besoin de cela, mais on a besoin au fond de ce qui s'est détérioré en Afrique, c'est-à-dire d'une dynamique d'une culture, d'une formation qui ne discrimine pas. C'est-à-dire qu'on ne commence pas la discrimination dès le berceau, voire dès le ventre de la maman. Effectivement, garantir une égalité dans l'accès à l'éducation. Voilà, l'accès à l'éducation pour les filles et garçons, l'éducation des garçons, l'éducation sociale. Les garçons, à leur rapport aux femmes, ce sont des choses qui, malheureusement, je crois qu'on jette l'opprobre sur nos sociétés traditionnelles, en tout cas sur nos traditions culturelles, en exaspérant certains aspects. Mais moi, je continue à penser que dans la société où moi je suis né et où j'ai vécu en République centrafricaine, le souvenir que j'en ai, et je ne le magnifie pas, c'était une société très respectueuse des femmes. Et où les femmes étaient même
dans un certain nombre de segments de la vie, celles qui décidaient structurellement des choses. Aujourd'hui, les choses sont dégradées en Afrique, il faut se l'avouer. Donc il faut un peu de contraintes. Peut-être avons-nous besoin d'un peu de contraintes. Et puis... Claude Wilfried et Kanga. Je vais rejoindre totalement l'analyse qui vient d'être faite en appuyant sur la nécessité de rétablir peut-être ce fait historique-là. Ce ne sont pas nos sociétés traditionnelles qui ont instauré la discrimination des femmes, bien au contraire. Les choses se sont détériorées au contact de l'Afrique avec l'extérieur. Si on repart, pour faire une brève parenthèse historique, dans ce qu'on appelait l'Afrique impériale, parce que c'était l'époque des empires, qu'on appelle à tort Afrique précoloniale. Si vous prenez au Burkina Faso, la princesse Yenenga, c'est la fondatrice de l'empire Mossi, ou Ngola Zinga, la reine du Matamba en Angola. D'ailleurs, l'histoire rapporte qu'elle aurait conduit ses troupes au front jusqu'à ses 70 ans, et au-delà, on l'appelait Ngola Mbandi Zinga Mbandi Kiangola, ça veut dire la reine dont la flèche atteint toujours sa cible. Il est important déjà donc que les femmes africaines prennent conscience que dans ce qui était l'Afrique profonde, les femmes ont toujours avancé dans une logique, comme on dit, de complémentarité avec l'être masculin, avec qui elles forment la société, et retrouver ces fondamentaux-là, c'est très important. Maintenant, dans la construction sociale actuelle, ce qui a conduit à ce contexte, c'est le combat de coq que la politique a apporté avec la volonté d'européiser les structures africaines, c'est-à-dire en ayant désolidarisé l'Afrique des structures qui permettaient aux populations de survivre, on a transformé la fonction publique en réservoir principal de pitance quotidienne, et donc du coup tout le monde veut y aller. Et les hommes, à partir de ce moment-là, se sont contentés du fait que vous soyez une femme pour vous dire ce ne sont pas tes affaires, parce qu'ils veulent se tailler justement ce qu'on appelle la part du lion. Et donc petit à petit, les femmes ont été reléguées au second plan. Alors la solution ne serait peut-être pas de dire il faut établir les quotas dans le journalisme. La solution serait de dire déjà de manière générale lorsqu'il y a des individus, on prend les plus compétents. C'est-à-dire ce sont les hommes qui sont les plus compétents. S'il y a 10 personnes et il y a 8 hommes qui sont les plus compétents, on prendra les 8 parce que ça fait avancer la société. Si c'est 8 femmes, on prend les 8 femmes. Et après, les hommes ou les femmes qui n'ont pas été pris. Là, pour le coup, permets-moi je vais y aller au bout de ma pensée. Ça veut dire la société ne se limite pas à l'existence de la fonction publique. Il faut une existence sociale. Certainement, il y a d'autres pôles de construction de la société. Ces femmes peuvent exercer, peut-être pas dans les métiers de journalisme, mais être présentes dans l'informatique, dans l'entrepreneuriat et ainsi de suite. Alors, 30 secondes, Alfred Chango, et 30 secondes, Jean-François Kandji-Combé. Merci beaucoup. Sur ce plan-là, je ne suis pas d'accord avec Ekanga sur le point de dire s'il y a 8 hommes qui sont compétents, qualifiés, on les prend, 8 femmes, etc. Non. L'ordre de la société aujourd'hui fonctionne sur le fait que c'est l'homme qui est l'épicentre de la vie publique. Donc, pour qu'on arrive à équilibrer cette chose-là, il n'est pas interdit justement de suggérer qu'il y ait des quotas. Ça n'est pas une obligation, mais à titre provisoire. Sur le genre. Oui. On arrive malheureusement au terme de ces 10 petites secondes, Jean-François Kandji-Combé. Merci. 30 secondes, mais bon, ils m'ont fait bouillir le sang. On va continuer la discussion plus loin, mais je voudrais simplement dire que pour pouvoir remonter cette pente, pour reprendre la courbe vertueuse, nous pouvons très bien revenir à nos propres traditions à nous et citer ici cette référence du XIIIe siècle qui vient de régions qui ne sont pas les nôtres, mais de l'Empire du Mandé au XIIIe siècle. La charte de Kourkan-Fouga, figurez-vous que c'est le premier acte qui pose notamment la participation des femmes, le droit des femmes à la participation aux affaires de la cité et à la participation citoyenne. C'était au XIIIe siècle avant tout le monde. Et aujourd'hui, nous sommes à la traîne par rapport à tout le monde. Ça serait peut-être bien de descendre un peu. Eh bien, un grand merci. Et en plus, on termine sur ce rappel historique. Merci beaucoup à tous les trois, Claude Wilfried et Kanga. Je rappelle que vous êtes politologue. Je rappelle votre dernière publication. Tu dois t'impliquer, le récit d'une folle campagne. Merci beaucoup. Un grand merci à vous également, Jean-François Kandji-Combé. Très heureux d'avoir célébré cette journée spéciale
d'accompagner. Si vous me permettez de faire un petit rappel, nous avons une manifestation ici à Paris le samedi 8 mars justement, à l'occasion des femmes. Ceux qui sont intéressés pourraient y participer en trouvant l'adresse sur ma page Facebook et voilà. Ce sera un plaisir de rencontrer du monde. Merci beaucoup, l'annonce est passée. Merci beaucoup à vous également Alfred Tchongo, éditorialiste également d'Africa 24. Merci beaucoup Zahra et puis à mes très chères téléspectatrices. Merci de leur accueil bienveillant et puis surtout anticipativement, bonne fête de la Journée internationale des droits des femmes et des femmes africaines. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous bien sûr de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée. À très bientôt dans l'Africa Newsroom. Bonsoir.